Bonjour à tous, donc je m'appelle Aurélia Souris, moi je suis responsable d'activité donc chez ADN CSE. Donc ça fait 4 ans maintenant voilà que j'occupe ce poste. Auparavant j'ai un cursus qualité, sécurité, environnement. J'étais responsable sécurité en industrie. J'ai été amenée à pratiquer des missions d'accompagnement des entreprises et des élus de CHSCT, CEDP à l'époque. Et aujourd'hui, donc, j'ai en charge en fait la relation client et la relation des formateurs sur ADN CSE. Donc, je suis également IPRP, donc intervenante en prévention des risques professionnels au niveau de la DRITS. Et je suis également membre d'une association contre la violence faite aux femmes au travail. Voilà. Donc voilà, c'est pas pour n'importe quelle raison ni par hasard que je suis arrivée sur ADN CSE, c'est que je suis vraiment animée de toutes ces missions de prévention. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée c'était de vous parler un petit peu de l'inclusion du handicap en entreprise. Donc le handicap, on en parle de plus en plus, notamment la notion de l'inclusion et notamment la différenciation entre le handicap visible. Par exemple, on a l'image donc de la personne qui est à mobilité réduite en fauteuil roulant. Ça, c'est un handicap visible. Et on a tous les handicaps invisibles aussi, dont on parle beaucoup, qui vont être de la surdité, des problèmes de vue, également des problèmes de dysfonctionnement et voire des pathologies psychologiques. Donc ça fait partie en fait intégrante des personnes qui travaillent aujourd'hui et il faut aussi s'adapter au niveau du monde de l'entreprise pour pouvoir travailler tous ensemble. Donc voilà, donc on va faire le point un petit peu sur le sommaire un petit peu de cette présentation. Tout d'abord, on va avoir un petit rappel sur les obligations de l'employeur. L'employeur donc a quelques obligations quand même, vous le savez, en termes de handicap, de personnes à handicap. Les obligations et les stratégies d'inclusion de ces personnes-là, et également, et c'est là où on passera quand même pas mal de temps, c'est sur vos missions en tant qu'élu de CSE, sur ce domaine du handicap. Voilà, quelles sont les actions possibles, les stratégies que vous pouvez mettre en place, les animations, etc., de manière à vous rendre acteur et intégrer cette démarche dans celle de l'entreprise. Quelques rappels donc concernant les obligations de l'employeur. L'employeur, il a la possibilité, vous le savez, de choisir qui il veut lorsqu'il recrute, bien sûr, en fonction de critères, mais on a des obligations liées qui ont été réglementées, en fait, qui ont dû, j'ai envie de dire, être réglementées pour favoriser l'emploi des personnes à handicap. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entreprise, souvent, le handicap, c'est assez méconnu. C'est-à-dire que, fort heureusement, on ne se définit pas par son handicap. La personne qui est porteuse d'un handicap ne dit pas « Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je suis une personne handicapée ». Voilà, on ne définit pas une personne par un handicap. Donc, ce qui fait qu'on en parle peu, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de mettre un petit peu ce thème en évidence. Il faut savoir que 80% des handicaps, je vous l'ai dit, sont invisibles, et seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être une personne handicapée à la faute d'un accident, voilà, ça peut être un accident de la vie quotidienne ou un accident du travail. Ça peut être également lié à une maladie qui survient suite à la croissance, à la vie tout simplement. Donc on ne naît pas toutes les personnes avec un handicap ne naissent pas avec ce handicap. Ça le devient dans la vie, donc ça veut dire qu'il y a déjà une notion d'acceptation de cette personne-là, une notion de résilience. En 2021, c'est les dernières statistiques qu'on peut compter, on avait 628 000 travailleurs handicapés dans la société. Donc ça veut dire quand même plus de 3% de la vie active. Donc voilà, donc en tout cas le handicap aujourd'hui on ne peut pas le nier, ça fait vraiment partie de notre société et on ne doit pas discriminer les personnes avec un handicap. Donc de ce principe-là en fait on est parti, il y a un quota légal, alors même si le terme n'est pas très joli, je vous l'accorde, la notion de quota c'est jamais très, très élogieux. Il y a un minimum de pourcentage de 6%, en fait, c'est une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle l'OETH, qui a été instauré donc en 2018, au mois de décembre, alors souvent au mois de septembre, pardon. L'OETH, en fait, l'idée c'est de favoriser l'intégration des travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés. Voilà. Heureusement, même si on avait une intention générale et
de promouvoir en fait l'emploi des travailleurs handicapés, il a fallu mettre des obligations pour les employeurs. Alors, évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas à tout le monde parce que quand on est une petite entreprise, on peut pas forcément appliquer ça. C'est-à-dire que déjà 6% quand on est peu, ça n'arrive pas à grand-chose. Donc la loi donc de 2018, elle spécifie que tout employeur de 20 salariés et plus doit employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés temps plein, temps partiel, dans une proportion donc de 6% de l'effectif. Et donc vous me direz, qu'est-ce qui se passe quand l'employeur ne se confronte pas à cette règle-là et ne l'applique pas? Eh bien, dans ces cas-là, il faut d'une part déclarer les choses, c'est-à-dire que déjà il y a une loi qui l'oblige, mais en plus il y a une autre loi, enfin la même loi, qui l'oblige à faire cette déclaration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent, dans la déclaration sociale nominative, donc qui en gros va avec les payes, déclarer le nombre de travailleurs avec handicap dans la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est obligatoire pour pouvoir valider et vérifier que l'employeur répond bien à cette obligation réglementaire. Et encore une fois, seuls les employeurs de plus de 20 salariés sont assujettis à cette obligation. Je pense que là-dessus c'est clair. On a ce cap de 20 salariés en fait qui correspond tout simplement à une réalité de possibilité. Donc encore une fois, le handicap, ça va de quelqu'un qui a mal au dos, des difficultés à faire certains mouvements, une difficulté à la marche, une difficulté à lever un bras par exemple, ou à être dans une concentration pendant un certain temps, ou tenir debout. Voilà, sur les entreprises un peu industrielles, à la chaîne ou autres, ça on les connaît depuis longtemps. L'employeur va s'appuyer sur une déclaration, déclaration de travailleurs handicapés qui sera faite au niveau de la GFIP et s'appuyer là-dessus pour déterminer le poste de travail. Donc c'est un recrutement spécifique mais qui est accompagné et qui est favorisé en fait par l'ensemble des institutions. Donc l'employeur n'est pas seul face à cette obligation, il est vraiment accompagné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne tolère pas finalement que cette obligation ne soit pas respectée. Alors, du coup, au niveau des sanctions financières, parce que c'est de ça, quand je vous dis on ne tolère pas que ça soit pas respecté, il y aura donc des sanctions financières pour les entreprises qui ne respectent pas donc cette obligation. Alors, il faut savoir que l'obligation, elle peut se transformer soit en obligation d'employer un travailleur handicapé au sein même de son entreprise, soit éventuellement de transformer cette obligation en disant, voilà, moi je fais travailler une entreprise qui emploie des travailleurs handicapés. On peut avoir ce biais-là en fait de pris en compte. Mais dans tous les cas, si c'est pas respecté, il y aura donc une sanction financière, une amende au prorata de ce qui ne sera pas respecté. Et donc là, il y a un calcul qui s'effectue en fait au niveau de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Si je sais pas, une entreprise doit avoir 10 personnes calculées par rapport donc au taux de 6%. Si c'est pas respecté, c'est en fonction du nombre de personnes réellement employées et la carence qui sera réelle que seront calculées finalement cette sanction financière. Et c'est l'URSSAF qui récupère donc cette sanction, cette taxe entre guillemets, et qui la remet donc à l'AGFIP, qui est l'organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap. Donc maintenant, au niveau des obligations et des stratégies d'inclusion, c'est un volet social, quelque part, de la stratégie de l'entreprise. Une entreprise, elle a une stratégie globale de performance. Une stratégie de se dire, voilà, quand c'est pas une association, elle doit produire des bénéfices. Pour produire des bénéfices, évidemment, on a la stratégie de développement commercial, la stratégie de développement de production, d'innovation, de rendement. Et il y a également la stratégie sociale, de politique sociale, parce qu'on sait bien que dans les entreprises, on ne fait rien sans les hommes et les femmes qui composent cette entreprise, quel que soit leur poste. Donc au niveau des obligations et des stratégies d'inclusion, on vous a fait une pyramide. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans toutes les stratégies, quel que soit le domaine, le niveau de base, c'est l'obligation réglementaire. Voilà, c'est comme en sécurité de manière générale. Vous pouvez soit mettre en conformité, soit faire plus. Donc là, soit vous vous mettez en conformité par rapport à votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est une première base et il faut cette première marche
pour pouvoir aller au-delà. La marge qui va avec et qui n'est pas très haute à monter une fois qu'on a fait cette obligation-là, c'est évidemment d'intégrer ça dans un processus d'embauche. L'embauche, et aujourd'hui, vous le verrez dans toutes les offres d'emploi, quasiment. Je veux dire, il y a toujours des exceptions, mais 99% des offres d'emploi qui peuvent paraître mentionnent que le poste est ouvert aux travailleurs handicapés. Voilà. De manière à ne pas créer de discrimination et de faire la promotion finalement de cette démarche d'embauche qui soit inclusive. Ensuite, on a les aménagements de poste. Alors, l'AGEFIP peut participer à l'aménagement du poste. L'AGEFIP, donc encore une fois, c'est l'organisme qui collecte les fonds des taxes de ceux qui ne respectent pas les obligations, qui est aussi subventionné par l'État et les régions, pour permettre l'inclusion en fait des personnes à handicap dans le monde du travail. L'aménagement au quotidien et l'adaptation des espaces de travail, l'adaptation physique, mais aussi l'adaptation organisationnelle, c'est notre troisième marche qui est à franchir. Et déjà, celle-là, on voit bien que tout le monde n'y passe pas. On a les fonds de la GFIP qui vont pouvoir permettre d'avoir un véhicule adapté, avec un siège adapté, par exemple, je pense aux chauffeurs routiers ou à d'autres postes d'itinérants notamment. On peut avoir des sièges ergonomiques, des souris, des choses comme ça pour ceux qui travaillent sur des bureaux, avec la possibilité effectivement de recourir à des fonds AGFIP quand c'est en plus de ce qui est normalement prévu. Alors je m'explique, c'est-à-dire que l'AGFIP va pouvoir subventionner un repose-pied, par exemple, ou une souris adaptée pour la dextérité, voilà, au niveau du clavier par exemple, si ce ne sont pas déjà des équipements qui sont prévus. C'est-à-dire qu'un siège de travail qui est déjà ergonomique pour tout le monde, si tous les réglages sont possibles, etc., la GFIP ne va pas subventionner parce que finalement c'est le même équipement que tout le monde. Donc c'est pas un aménagement spécifique à la personne. Donc cet aménagement-là, physique, matériel, est souvent pris en compte. L'aménagement d'organisation, c'est encore autre chose, et notamment sur tout ce qu'on appelle handicap invisible. Ça peut être des problèmes de 10, quels qu'ils soient, avec ou sans TDAH, voilà. On a des personnes aujourd'hui, il n'y a pas que les élèves en niveau scolaire qui ont ces problématiques-là, on a aussi des adultes qui sont dans ces situations-là, et il faut les accompagner avec des outils, des méthodes, des organisations, et aussi des objectifs qui vont être différents. Donc voilà, donc l'aménagement au quotidien des espaces et de l'organisation, c'est un volet important de la prévention et de la politique sociale à mener pour une entreprise. Et c'est bien souvent là, on le verra, que les CSE commencent à intervenir. Ensuite, on a sur le haut du panier ce qu'on appelle la culture inclusive, c'est-à-dire la sensibilisation et l'adhésion des équipes. Quand vous avez aujourd'hui dans une entreprise, vous le savez très bien, une personne avec un handicap visible qui intervient, qui est embauché, il y a des fois une discrimination, voilà, une stigmatisation qui peut être créée. Stigmatisation, c'est un jugement, ça ne force pas forcément à quelque chose de négatif, mais on sait que ça peut vite déraper. Donc pour éviter tout ça, il faut mettre en place une politique d'inclusion, une culture inclusive. Voilà, alors ça passe par de la sensibilisation au quotidien, ça passe par des ateliers. Nous, on a des entreprises, par exemple, qu'on suit, qui ont fait de la sensibilisation à dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes désigné pour travailler dans un fauteuil roulant. Et là, on s'aperçoit des difficultés de manœuvre, des difficultés finalement d'un sol plat qu'on a l'impression quand on est valide qu'il est plat et finalement ne l'est pas. Donc voilà, donc des petites choses comme ça. Pareil pour de la surdité. Quand les gens vous parlent et que vous avez un casque pour simuler une surdité, vous apercevez que finalement c'est pas si simple de se comprendre. Donc voilà. Au niveau des stratégies d'inclusion, on verra, il y a beaucoup de choses de possibles. Alors, avec financement ou sans financement, il y a toujours des choses possibles en tout cas. Donc l'obligation d'emploi, donc ça peut être satisfait donc, par de l'emploi direct, d'accord? C'est-à-dire que j'embauche quelqu'un qui a, encore une fois, un handicap, je le sais, et on signe donc un accord avec la GFIP au moment du recrutement. Et la politique inclusive,
Donc on l'a vu, ça commence vraiment par un recrutement adapté, une communication en interne, une disponibilité sur les adaptations et une agilité, comme on dit beaucoup maintenant, une agilité sur la mise en place d'une organisation spécifique. Mais en tout cas, ça doit être fait dès la prise de poste. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à recruter la personne en disant, voilà, le poste est adapté aux personnes à handicap, il faut que la personne qui recrute et que la personne qui se présente à handicap dise, bah voilà, très clairement, voilà, moi je peux porter jusqu'à tel kilo, ou je ne peux pas tourner la tête, donc je ne peux pas conduire, je peux éventuellement avoir une surdité, donc il me faut tel équipement. Tout ça, en fait, c'est une communication qui doit se faire de manière assez transparente entre l'employeur et la personne en handicap, et après on décide entre nous quelles sont la communication qu'on va donner en interne. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas communiquer sur leur handicap et ils en ont le droit. Donc il faut, de manière générale, inclure ça voilà, dans la politique de tous les jours en disant voilà, qu'on est tous différents mais qu'on est là pour atteindre le même objectif général. Alors là, on va parler des missions du CSE du coup en matière de handicap. Les élus de CSE, ils sont donc élus pour 4 ans. 4 années, ça peut paraître long et en même temps, ça passe vite. Voilà. On peut se dire ça fait long parce que on se voit tous les mois, il y a beaucoup de choses à se dire, etc. Et en même temps, ça passe vite parce que le spectre d'action des élus de CSE, donc des comités sociaux et d'établissements ou voilà, économiques, sont très très larges. Le handicap, c'est pas souvent une matière ou une discipline sur lesquelles les élus de CSE vont beaucoup. Donc nous, ce qu'on vous a prévu, entre guillemets, c'est de vous rappeler d'une part vos missions. C'est quand même un article du Code du travail qui le prévoit, sur l'aménagement de postes et des horaires. Il y a une notion d'identification des besoins. Les élus de CSE participent à l'identification des besoins d'aménagement de postes et d'aménagement d'horaires. Donc ça veut dire que les élus de CSE sont en charge de consulter les salariés qui sont concernés. Alors soit, après on verra comment ça se passe entre les services des ressources humaines ou les responsables d'équipe, les managers, voilà, pour savoir comment ça peut se faire. Mais en tout cas, il peut y avoir une étude de poste ou des sondages qui peuvent être faits au niveau des salariés pour savoir quelles sont leurs difficultés entre le moment où ils ont été embauchés, le moment où le poste a été aménagé, ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils vivront demain en fonction des projets d'entreprise. Donc ça, c'est important pour que les élus de CSE se sentent vraiment investis par rapport à ça. Ensuite, les élus, ils doivent proposer des adaptations. Alors ça, souvent, ça, c'est pas facile, parce que les élus de CSE me disent, ouais, mais nous, on n'est pas ergonomes. Alors je leur dis, non, vous n'êtes pas ergonome, parce que, par contre, vous avez certainement des idées. Des idées, ça peut se concrétiser. On peut aussi faire venir un ergonome, en fonction de son budget, en fonction de l'entreprise, de ce qu'elle a envie de mettre en place. Voilà, on peut toujours trouver un accord par rapport à ça, et une étude qui peut être faite. Donc, proposer des choses, voilà, identifier les besoins, proposer des actions, voir ensuite comment ça se met en œuvre. On a tous vu dans toutes les entreprises des aménagements de postes avec des nouveaux matériels d'investis qui ne sont pas utilisés et mis dans un coin. Donc, là encore, il faut vraiment bien communiquer au niveau des élus de CSE vers les salariés pour faire en sorte que expliquer en fait pourquoi il y a un aménagement de poste, pourquoi c'est fait pour telle personne qui a un handicap, mais qu'après tout, ça peut aussi servir aux autres. Il y a certains aménagements en matière de handicap qui seront réservés à la personne et d'autres aménagements qui peuvent être finalement profités au collectif. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et moi, j'invite toujours les élus de CSE à notifier l'historique des actions qu'ils ont menées. Alors pourquoi, vous me direz, notifier les choses, si c'est fait, tant mieux, et puis voilà. Mais notifier les choses en se disant, voilà, tu te souviens, on a fait une étude de poste pour identifier le besoin. Après, on est allé à tel salon, Préventica ou autre, je fais pas de pub, j'ai pas d'action, mais il y a quand même beaucoup de choses là-bas. On est allé à tel salon, on a proposé à tel représentant commercial de venir nous présenter telle ou telle chose, etc. Avec la direction, on s'est mis d'accord pour une période de test, pourquoi pas. Et il s'en est suivi une mise en action et un sondage du salarié qui présentait le handicap, comme quoi il était content. Ça, c'est une action hyper riche, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus de CSE, ils peuvent participer activement
et favoriser vraiment l'inclusion des personnes à handicap dans l'entreprise. Et à la fin du mandat, quand on fait un peu un bilan, ben, c'est important de le dire. Donc n'hésitez pas à bien valoriser vos actions. Ensuite, il y a tout ce qui est audit d'accessibilité. Alors, les accès aujourd'hui sont plus favorables qu'il y a 10 ans, 15 ans, parce qu'on a des lois quand même qui ont été votées pour ça. Donc l'organisation sur les locaux, sur les accès en général sont bien mis en place, mais il n'empêche que en tant qu'élu de CSE, vous devez faire des audits sur les locaux de travail, les outils de travail, et la notion d'accessibilité doit faire partie de vos prérogatives et pas uniquement de regarder si c'est une issue de secours qui a suffisamment d'unités de passage avec un extincteur à côté, voilà, si c'est débarrassé ou autre. Donc ça, c'est important aussi d'y penser quand vous faites votre visite de sécurité, de noter une notion d'accessibilité. Ensuite, l'accessibilité, c'est l'accessibilité physique. Comment est-ce que je rentre dans l'entreprise? Comment est-ce que je vais à mon vestiaire? Comment est-ce que je vais à mon poste de travail? Comment est-ce que je peux faire une évacuation d'urgence? Ça, c'est l'accessibilité physique. Et on a aussi l'accessibilité des logiciels. Alors pour ceux, je ne vais pas parler de handicap, mais au moins de baisse d'acuité visuelle, pour ceux qui ont la quarantaine passée, dont je fais partie, il y a des options aujourd'hui sur les écrans qui permettent d'agrandir fort heureusement les caractères, mais ce n'est pas le cas de tous les logiciels. On sait très bien qu'au niveau, il y a de l'ergonomie qui est mis en place, il y a des fois des contrastes qu'on peut modifier, et tout ça, ça fait partie de l'accessibilité d'un logiciel et des outils informatiques. Donc il faut aussi étudier ça lors de vos missions et de vos visites de sécurité, de missions d'aménagement de poste ou d'études de poste de manière plus générale. Une fois que vous avez fait vos missions et vos visites de sécurité, vous devez proposer un plan d'amélioration parce que les élus de CSE, je vous rappelle quand même qu'ils sont là, enfin vous êtes là, pour faire en sorte d'améliorer les conditions de travail. C'est pas juste de faire un point, un audit, ça va pas, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on a constaté ça, eh ben on vous propose de mettre ça en place. Maintenant, on sait que tout peut pas se faire en un jour, ne serait-ce que pour un délai de livraison, de décision financière ou autre, puis ça dépend du nombre de personnes concernées, etc. machin. Donc vous faites un calendrier de actions pour mettre en conformité. Notre première marche, là, tout à l'heure, c'était l'obligation d'emploi, mais on a aussi l'obligation d'aménagement, on l'a vu, et ça, il faut que ça soit clairement mis en place dans votre calendrier d'action de CSE. L'émission de la politique handicap de l'entreprise, donc le CSE en fait partie, donc ça vous est proposé, vous avez une consultation pour ça. Vous devez donc sur la politique handicap de l'entreprise pouvoir analyser les pratiques, proposer des recommandations, travailler ensemble. Des fois, il y a des référents handicap dans les entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup le cas dans les entreprises voilà, qui sont présentes aujourd'hui. C'est l'est de plus en plus, mais c'est pas forcément le cas. Et toujours une politique handicap, bah, ça suit une route d'Hamming, hein, donc il y a une amélioration continue. Donc quand on met en place quelque chose, bah, faut vérifier que quelque chose est utile et efficace et comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc voilà. Donc vous participez activement à cette politique de l'entreprise. Et puis de manière plus générale, du coup, on va parler effectivement d'égalité de traitement, égalité de traitement homme-femme, égalité de traitement selon les ethnies, selon les religions et aussi selon les handicaps. Ça en fait partie. Donc le CSE est consulté pour cette mission-là. Donc ça comporte la formation, évidemment, la vigilance qu'on doit mettre en place, le signalement s'il y a quelque chose qui ne va pas, et la résolution, donc c'est l'accompagnement des salariés dans la démarche. Donc la politique anti-discrimination de l'entreprise vous concerne en tant qu'élu de CSE. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien facile, c'est pas facile d'intégrer tout ça dans nos missions. Alors moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, vous ne pourrez pas traiter tous les dossiers en commun avec votre direction, parce qu'il y en a tellement en fait que votre créditeur ne suffirait pas finalement à vous permettre d'aborder tous les domaines. Mais le handicap, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler et toucher du doigt plusieurs autres domaines. Voilà.
Moi, mon conseil, c'est de vous y attarder. Une autre mission, du coup, c'est aussi de préparer des négociations. Alors là, les élus de CSE, en général, me disent, OK, négociation, j'entends, je suis là, je suis présente, je suis là. Une négociation, ça se prépare, évidemment, on peut formuler des accords, on peut proposer des choses. Il n'y a pas forcément d'obligation de mettre en place un accord sur sur tous les thèmes. Par contre, vous êtes en droit, en tant qu'élu de CSE, de proposer un accord à valider avec la direction, pourquoi pas. Voilà. Sur un pourcentage d'embauche, sur une organisation du temps de travail différente en fonction des handicaps, d'une sensibilisation obligatoire pour le personnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir être en discussion et d'écrire les choses. Encore une fois, écrire les choses, ça permet de s'engager mutuellement et puis de voir un petit peu ce qu'il en est avec des objectifs communs. Donc les missions de sensibilisation et de formation, ça fait vraiment partie de vos missions. Donc là, pour le coup, on parle, nous, ce qu'on met en place des fois, et on participe en tant qu'ADN CSE à ce genre d'événements, ça va être des journées thématiques. Voilà, on peut le faire à l'occasion de la journée du handicap ou pas. Voilà, ça va dépendre de votre saisonnalité, de votre activité. On peut faire des ateliers pratiques, donc là c'est moins de personnes entre guillemets, on est en général il y a une dizaine de personnes. On va tester des équipements, on va essayer de comprendre des situations en se disant voilà, suivant ta mobilité, suivant un handicap défini, comment est-ce que tu peux agir. On a des sensibilisations qui peuvent se faire avec soit des intervenants, soit des casques de réalité virtuelle, ça fonctionne bien aussi aujourd'hui. Et on peut faire des campagnes d'information, donc ça peut être de l'affichage, ça peut être de la sensibilisation sur, encore une fois, quels sont les droits et les obligations des uns et des autres, et qu'est-ce qui existe dans l'entreprise. Donc, encore une fois, les élus de CSE, quand vous êtes une équipe, il y en a peut-être un ou deux parmi vous qui peuvent se dire, moi, la notion de handicap, ça me parle, parce que je suis là pour le social, je suis là pour mettre en place plein de choses. Il y a déjà beaucoup de choses de mise en place sur la sécurité, les conditions de travail, mais j'ai envie de m'intéresser à une partie de la population, du public qui dépend, que je représente, qui sont les personnes avec le handicap. Donc, encore une fois, beaucoup de choses à faire et ça rentre dans une obligation globale de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à intervenir et vous avez le champ complètement ouvert dans le code du travail. Cette mission, elle est pour vous, elle est intégrée. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les missions du CSE. Voilà, j'essayais d'être complète et pas trop dans le détail, mais n'hésitez pas. On a prévu un temps d'échange. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans le chat et on va les prendre dans l'ordre les unes après les autres. Voilà, selon l'application que vous utilisez pour visionner cet échange, vous avez un petit onglet chat. Si vous cliquez dessus, eh bien vous avez la possibilité de poser une question et tout le monde pourra lire cette question et Aurélia pourra essayer d'y répondre. Alors, il y avait déjà une première question, mais qui n'a pas été envoyée via le chat, que je vais te soumettre, Aurélia. Est-ce qu'on peut avoir des crédits d'heures supplémentaires pour mettre en place des actions en faveur de l'inclusion? Oui, c'est une bonne question. Alors, la réponse est oui et non. Alors, Merci. non, dans un premier temps, parce que le cadre légal de votre créditeur, en fait, voilà, il n'est pas soumis aux actions que vous pouvez mener. Tout simplement, encore une fois, vos prérogatives en tant qu'élu sont très très larges. Donc voilà, si vous avez 4 heures, 6 heures, 8 heures ou autres qui sont définies par mois, il faut tout mettre dedans. Donc c'est pour ça que je parlais d'équipe CSE tout à l'heure en disant s'il y en a un ou deux qui veulent prendre en charge ce dossier, il faut savoir se répartir les dossiers. Donc voilà, donc normalement non. Maintenant, il arrive quand même que des entreprises se rapprochent des élus en disant voilà, nous, on a une politique sociale qui est définie cette année avec une sensibilisation à l'inclusion des travailleurs handicap. Donc on vous demande en plus de ce que vous faites habituellement de venir nous aider en fait à communiquer et à faire passer le message et à porter ce message-là
de travailler sur de l'affichage, sur de la sensibilisation, sur de la recherche d'intervenants et autres. Donc là, du coup, ça viendra en plus. Ça sera une mission que l'entreprise délègue à une personne et non pas au CSE, mais ça sera une mission supplémentaire en plus des crédits d'heure. Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi j'en ai d'autres en stock. Est-ce qu'on peut communiquer le handicap d'une personne pour mettre en avant la politique de l'entreprise? Mhm. Alors, Ça, c'est pas, c'est une question qui concerne, oui, ça peut concerner le service communication d'une entreprise, ça peut conserver les RH, ça peut concerner les élus de CSE aussi. Ça me ouais, paraît délicat quand même. alors effectivement, c'est toujours délicat de mettre en avant une personne, voilà, pour dire telle personne a tel handicap, ben voilà, ça s'est bien passé, l'embauche est bien, on a mis en place telle condition de travail. Et pourtant, ça a un effet très persuasif et très clair en fait sur l'engagement d'une entreprise. Donc c'est vrai que la question peut être posée. Tout peut se faire à partir du moment où il y a un accord. Faut que la personne qui présente le handicap, faut savoir qu'à la base, un travailleur handicapé, il n'est pas obligé de se présenter son handicap même à son employeur. Donc s'il le présente pour bénéficier en fait d'une embauche, enfin faire bénéficier d'une embauche et d'un aménagement de travail, déjà c'est une première étape. Après, s'il est d'accord pour communiquer en fait sur son handicap, la manière dont il a été embauché, intégré dans l'entreprise, avec ou non des aménagements de la GFIP ou une organisation spécifique, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut dans ces cas-là avoir une déclaration écrite d'acceptation pour nommer cette personne. Voilà. Ok. Euh, Comment l'entreprise peut-elle prendre en compte et accompagner les salariés atteints de troubles psychiques, notamment dans les cas où le handicap psychique n'est pas reconnu? Alors, oui, alors il y a deux questions dans la question. Alors, le handicap psychique reconnu, que ça soit voilà un handicap de schizophrénie par exemple ou autre. Une fois qu'il est reconnu, il y a des prescriptions qui sont mises en place par le médecin du travail. À partir de là, on a certains postes qui vont être ouverts et d'autres qui ne le seront pas. La question c'est souvent, bah oui, mais comment est-ce que les collègues qui sont à côté peuvent prendre en compte ce handicap s'ils sont pas au courant? Voilà, parce qu'on a toujours cette notion aussi de confidentialité médicale. De deux choses l'une, c'est soit le médecin du travail, il considère que la personne, elle est apte à travailler dans une équipe, par exemple. Et auquel cas, ça veut dire que son comportement n'altérera pas finalement des relations humaines habituelles. Par contre, il n'empêche que le responsable RH, lui, saura qu'il y a un handicap, donc en situation d'urgence ou de délicate, vraiment aiguë, devra traiter cette personne-là d'une manière différente. Et l'autre possibilité, c'est que le médecin du travail dise OK, apte au travail, mais de manière isolée. Et dans ces cas-là, bah, en fait, on ne confrontera pas la personne à une grande équipe ou à une équipe même restreinte. Si c'est marqué isolé, bah, il faut le laisser en fait en indépendance totale. Donc si par contre le handicap, bah, c'est un trouble et ce n'est plus un handicap au sens déclaratif du terme, eh ben là c'est plus compliqué effectivement parce qu'on peut avoir tendance à juger rapidement. Si la personne n'a pas fait, pas présente des troubles neurologiques, psychiques ou autres, mais n'a pas fait de déclaration de handicap, ben parce que tout simplement soit elle en a pas envie, soit elle considère que c'est pas un problème, bah là on va le vivre de manière subie entre guillemets mais sans pouvoir juger parce que personne n'est médecin en général, hein, et même un médecin peut pas juger juste sur une apparence ou un entretien de 20 minutes. Donc il faut là c'est un cas particulier qu'il faut au niveau RH bah, entendre éventuellement des objections ou des réclamations des collègues qui peuvent être autour de cette personne-là, demander une visite médicale au médecin du travail en lui expliquant la situation et voir ensuite si la personne continue à être apte ou non à travailler en équipe.
On a des questions qui arrivent dans le chat. Je vais les prendre dans l'ordre. On a une question de Virginie. Si l'employeur ne remplit pas son obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés et qu'il préfère payer la sanction financière, quelles actions le CSE peut-il mettre en place? Ouais. Eh ben, écoute, Virginie, dans ces cas-là, effectivement, il y a des employeurs alors, qui préfèrent, c'est pas le terme, mais effectivement, qui ne répondant pas à l'obligation des 6% d'obligation d'emploi travailleurs handicapés sont amenés à financer via la taxe à l'URSSAF et qui s'en contentent très bien, soyons clairs, hein. Voilà, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui s'en contentent parce que voilà, leur emploi est très différent, etc., ne peut pas être ouvert à tout. Enfin bon, voilà, il y a toujours plein de raisons. Le CSE, dans ces cas-là, lui, ce qu'il peut mettre en évidence, c'est pas le non-respect de l'obligation, parce qu'il est déjà mis en évidence par l'URSSAF. Par contre, il peut le communiquer et le rappeler à lors d'un procès verbal d'une réunion de CSE qui fait état de ça et inviter à communiquer. Voilà, il y a encore une fois, il y a de la communication gratuite qui est possible par affichage. Moi, je pense à l'INRS, mais il y a l'AGFIP aussi, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Après, l'employeur, il reste dirigeant de son entreprise, propre à ses décisions. Et encore une fois, s'il paye sa taxe, bah, finalement, il est dans les clous. Alors, il n'est pas dans les clous de l'obligation, mais il a payé son amende. Donc voilà. Donc à part de l'incitation, dans tous les cas, le CSE n'a pas d'action, il peut pas faire de l'ingérence. Voilà. Et on a une dernière question dans le chat. La reconnaissance du handicap est-elle nécessaire ou une simple déclaration personnelle suffit-elle, y compris après intervention de la médecine du travail, dans le cadre d'une prise en compte dans les 6%? Alors, dans les 6%, il faut vraiment que ce soit des travailleurs handicapés reconnus. Effectivement, on pourrait dire que ça suffit une simple déclaration. Pour autant, il faut quand même qu'il y ait une reconnaissance et un passage par l'AGFIP, hein, voilà, qui va donner une carte de reconnaissance de travailleur handicapé. Donc ça, voilà, ça sera pas possible de le faire uniquement sur déclaration voilà, parce qu'il y a des pourcentages ensuite qui se mettent en place. Il y a une allocation de travailleurs handicapés qui se met en place derrière. Donc voilà, donc ça sera pas possible. Et dernière question, Aurélia, quels sont les avantages et les inconvénients à faire une RQTH pour un ou une salariée? Alors, une RQTH, donc une reconnaissance, une qualification de travailleur handicapé. Alors, l'avantage, c'est ce que je disais tout de suite, c'est que du coup, ça peut donner lieu à une allocation de travailleur handicapé. Donc, il y a différents niveaux hein, par rapport à cette allocation et aux sommes qui peuvent être perçues. Ça, c'est important d'une part à savoir. Ensuite, l'avantage, c'est que bah, vous pouvez de par votre statut de travailleur handicapé, être privilégié sur certaines embauches dans la mesure où des entreprises bah, ne, 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 ne seraient pas dans les clous, entre guillemets, sur leur pourcentage. Donc du coup, c'est vrai que à choisir entre deux personnes, même qualification, même compétence, s'il y en a un qui est travailleur handicapé et que je n'ai pas résolu mon problème de 6%, bah, dans tous les cas, je vais préférer l'embaucher lui, cette personne qui est reconnue, parce que sinon je vais prendre l'autre personne qui n'est pas reconnue et en plus je vais payer derrière parce que j'ai pas mon obligation. Donc ça me coûtera moins cher. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça c'est un avantage supplémentaire. Donc entre l'allocation et le fait de pouvoir bénéficier d'emplois qui ne sont pas finalement, voilà, vous pouvez grimper entre guillemets dans le top 10. Après les inconvénients, il y en a toujours et ça sera des inconvénients surtout de jugement. Euh, La difficulté, c'est que vous allez postuler sur des offres sans avoir vraiment l'aptitude globale. Et votre médecin du travail, lui, va dire, OK, mais en fait, vous n'êtes pas apte sur tout, donc je vous mets des restrictions. Et va s'engager une communication compliquée avec votre employeur. Parce que si vous voulez pas expliquer votre connaissance ou dire que ça ne va pas,
à un moment donné, il va falloir justifier et ça va restreindre en fait le poste sur lequel vous pouvez vous trouver. Donc après, tout est question évidemment des cas d'espèce, comme on dit. Il y a des handicaps qui sont plus ou moins gênants pour l'intégration dans une entreprise. Voilà. Qui verse cette allocation? Qui peut prétendre à cette allocation et comment en faire la demande? Alors, tout se passe au niveau de l'AGFIP, voilà, que ce soit la maison du handicap, l'AGFIP ou autre. Vous pouvez demander voilà, via vos conseillers, enfin, soit vous allez voir vos ressources humaines si vous êtes employé, soit vous allez voir le France Travail maintenant si vous êtes en période de recherche d'emploi. Et en fait, votre dossier de demande doit être produit à la GFIP qui, lui, en fait, en fournira aussi, parce qu'une fois que vous avez une allocation, ça c'est la commission qui le décidera, une fois que vous avez l'allocation, vous devez aussi le déclarer à la CPAM, parce que vous avez une partie de soins thérapeutiques qui peut être pris en charge à différence d'autres. Donc tout est lié à la GFIP. Voilà. Et effectivement, si vous avez une carte, une carte, vous pouvez se garer plus facilement. Je, et voilà, j'aime beaucoup la pub qui disait si tu veux te garer à ma place, prends mon handicap. Mais oui, c'est ça, parce que quand vous avez des difficultés à la marche, c'est pas parce que vous conduisez, vous pouvez conduire, que c'est pas pour autant difficile pour vous de faire 50 mètres de plus. Voilà, Eh bien, on peut considérer que c'est un mot de fin, hein, Aurélia. voilà, c'est ça. Merci en tout cas Ok. voilà, d'avoir Merci Aurélia. posé vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez qu'on vous accompagne voilà, sur des sensibilisations, sur des actions de formation ou autres. On est là aussi pour ça. Voilà. Merci à tout le monde. Bon appétit, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.